Sylvie, on rappelle que vous êtes neuropsychologue et vous nous proposez une chronique à partir d'une réflexion sur les masques et sur la gêne que procurent ces masques. On considère normalement, enfin, habituellement, que les yeux nous servent à voir, que les oreilles sont les organes de l'audition, que nos sens fonctionnent séparément. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, j'imagine. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Donc, on a différents sens, la vision, le toucher, l'audition. Ils sont bien organisés dans notre cerveau avec des organes récepteurs bien spécifiques. Et on pense que tout ça est bien différencié. En réalité, au niveau cérébral, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et on a la capacité de percevoir les choses de manière multimodale, justement, avec tous nos sens en même temps. Alors, ça veut dire que nos sens collaborent entre eux. Donc, en gros, en 2 mots, pour bien entendre, il faut bien voir. Exactement. Et donc, effectivement, la vision va aider l'audition va aider la vision, et ainsi de suite. Et on en fait l'expérience justement en ce moment, parce que quand on parle avec nos masques, ou quand on écoute quelqu'un qui nous parle avec son masque, on est parfois très gêné pour communiquer. On a tendance à se dire que c'est juste parce que le masque assourdit le son de notre voix, mais pas du tout. C'est parce que même à l'état normal, même quand vous êtes normo-entendant, vous utilisez comme indice la lecture labiale, sans vous en rendre compte, et aussi les mouvements d'ouverture et de fermeture de la bouche. Et ça, c'est crucial pour comprendre la parole de l'interlocuteur. D'où notre gêne quand on n'a plus que l'audition, justement. Mais est-ce que la vision nous aide à identifier d'autres sons que ceux du langage? Tout à fait. Donc, Antonio Damasio, qu'on connaît pour ses recherches en neuropsychologie, qu'on voit ici, avec son équipe, a testé justement cette aide entre la vision et l'audition avec des instruments de musique. Il a demandé à des sujets d'identifier le son d'un triangle, par exemple, ou d'un tambourin. Et ben, juste le fait de mettre l'image visuellement du triangle ou du tambourin vous aide à détecter le son et à reconnaître le son de l'instrument. Donc, même pour les objets, en fait, la vision va aider l'audition. Alors, est-ce que l'inverse est vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'entendre quelque chose... On va commencer au début, sinon. C'est pas facile, hein? Est-ce qu'entendre quelque chose nous permet de mieux le voir? Alors, effectivement, on a un réflexe, par exemple, qui consiste à aller regarder. Si tout d'un coup, là, dans le studio, il y a un bruit massif, d'un coup, on ne peut pas réfréner le fait d'aller tourner la tête et regarder vers cet objet, parce que, effectivement, l'audition, c'est ce qui va alerter l'orientation de l'attention visuelle. Donc, effectivement, l'audition aide aussi la vision à détecter tout ce qui se passe dans l'environnement. Sauf quand c'est le réveil qui sonne le matin et qu'on n'a pas envie de se lever. On tourne la tête dans l'autre sens. Est-ce que ça veut dire que dans notre cerveau, on a des régions qui traitent à la fois vision et audition? Alors effectivement, on a des régions qu'on appelle plurimodales, qui sont des régions d'intégration des sens. Et c'est ce qui nous permet quelque chose de tout bête qu'on fait dans la vie de tous les jours. Par exemple, si quelqu'un nous téléphone et qu'on entend sa voix, on va pouvoir évoquer son visage, son parfum, tous les autres sens qui sont associés à l'audition. Et donc, on a ces régions d'intégration. Et puis, on aurait même aussi des neurones qui seraient bimodaux, par exemple visuels et auditifs, qui vont s'activer à leur maximum quand ils vont recevoir en même temps de la vision et de l'audition, et qui nous servent justement à cette collaboration entre les sens. Alors cette collaboration, elle est bien utile, notamment lorsqu'on perd un sens, lorsqu'on est malentendant, malvoyant par exemple. Alors vous avez tout à fait raison, dès qu'on va perdre une modalité sensorielle, spontanément, le cerveau va se mettre à compenser avec un autre sens. C'est ainsi que par exemple les malentendants vont utiliser la lecture labiale justement, ou la vision pour détecter tout ce qui se passe dans leur environnement. Et vous voyez souvent les malentendants regarder partout parce qu'ils n'ont pas l'audition qui les alerte. Et à l'inverse, les malvoyants vont développer ce qu'on appelle le toucher pour voir, qui est un toucher très actif qu'on n'a pas quand on est voyant, qui permet véritablement d'explorer l'espace, ou se servir de l'audition pour compenser la vision. Et actuellement, il y a même énormément d'applications qui reposent sur des recherches qui datent déjà des années 1970, où on essaye de transformer de la vision dans un autre sens. Donc on peut par exemple traduire de la vision en toucher avec des vibrations ou en audition, et on va avoir des sons plus ou moins courts, plus ou moins longs, plus ou moins aigus, plus ou moins graves, pour représenter la taille, la forme visuelle, et donc traduire la vision dans un autre sens. C'est ce qu'on appelle la substitution sensorielle. J'imagine que nos sens ne collaborent pas toujours, qu'il y a des situations où ils doivent être un peu en compétition. Alors exactement. En fait, les sens collaborent quand vous recevez la même information dans 2 modalités. Vous voyez votre téléphone, il sonne, les 2 informations vont ensemble. Mais quand vous vous mettez à traiter des informations dans 2 sens
distincts, la vision et l'audition. Donc ça doit vous rappeler par exemple des situations pendant le confinement où vous étiez au téléphone, c'était un coup de fil professionnel très important, vous écoutiez votre interlocuteur et devant vous, une scène de catastrophe, vous voyez vos enfants faire des bêtises, vous ne pouvez rien dire. Et là, vous avez... Le yaourt par terre, voilà. Bien sûr. Ou la fenêtre qui s'ouvre et vous vous dites qu'est-ce que je vais faire. Et donc là, vous avez une interférence effectivement parce qu'on ne peut pas traiter deux informations dans deux modalités en même temps parce que forcément, il va falloir diviser son attention et l'attention a des capacités limitées. Et ça vous est peut-être aussi arrivé d'être dans la rue avec votre téléphone ou votre casque sur les oreilles et tout d'un coup de voir une voiture qui vous frôle, vous ne l'aviez pas vue pendant que vous étiez en train d'écouter quelque chose. Et les chauffeurs de taxi se méfient énormément des piétons qui ont un casque sur les oreilles parce qu'ils savent que pendant qu'ils écoutent quelque chose, donc on voit ça à l'écran, ils ne voient pas de la même manière. Donc on retient que si les informations sont congruentes, sont les mêmes dans deux modalités, alors là, à ce moment-là, effectivement, ça nous aide. Si maintenant ce sont deux informations différentes, alors là, il y a un risque et il faut faire très attention à nos limites attentionnelles. Et alors, juste pour finir sur les masques, est-ce que du coup, on entendra quand même mieux si on fixe le regard ? Alors, le regard va permettre de désambiguiser, ça c'est sûr, mais il va nous manquer quand même les mouvements des lèvres. Exactement. Merci beaucoup.